Et si je vous disais que la différence entre un smartphone qui surchauffe et une fusée qui décolle, eh bien ça se résume à une seule chose, notre capacité à maîtriser le flux de chaleur. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette force invisible, une force qui gouverne littéralement notre technologie et qui est en train de façonner notre futur. Allez, imaginez un peu la scène. On est dans un parc, en plein hiver. Il y a deux bancs, un en bois, l'autre en métal. Ils sont dehors depuis des heures, sous le même ciel gris. Si on sortait un thermomètre, il nous dirait une chose surprenante. Ils sont exactement à la même température. Alors, si la température est identique, pourquoi est-ce qu'au toucher, le banc en métal nous paraît absolument glacial, alors que le bois, lui, beaucoup moins? C'est le petit mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Et pour ça, voici notre feuille de route. On va d'abord percer le mystère du banc froid, puis on explorera les 3 grandes voies qu'emprunte la chaleur. On fera un gros plan sur la conduction, c'est la clé d'énigme. Ensuite, on verra comment les ingénieurs manipulent tout ça pour créer des technologies de pointe, ce qui nous amènera tout droit à la prochaine frontière thermique. Bon, c'est parti. Attaquons ce fameux mystère. Tout part d'un constat assez simple, mais qui va à l'encontre de notre intuition. Ce que l'on ressent, ce n'est pas toujours la réalité physique. Et voilà la première pièce du puzzle. D'un côté, on a le fait scientifique, le métal et le bois sont à la même température. De l'autre, notre perception. Notre main, elle jure que le métal est glacial. Pourquoi? Tout simplement parce que notre peau n'est pas un thermomètre. Elle ne mesure pas la température, non. Elle mesure la perte de chaleur. Et le métal nous aspire notre chaleur bien plus vite que le bois. Et voilà, la réponse se cache là. Le mot-clé n'est pas température, mais transfert thermique. C'est ce mouvement d'énergie d'un objet chaud vers un objet plus froid. La sensation de froid, ce n'est rien d'autre que la vitesse à laquelle notre corps perd sa chaleur. C'est une question de débit en fait. D'accord, mais pour comprendre cette vitesse, il faut d'abord savoir comment la chaleur se déplace. Elle n'a pas qu'un seul chemin, figurez-vous, elle en a trois grandes autoroutes. Ces 3 modes sont la conduction, qui se fait par contact direct, la convection, par le mouvement d'un fluide comme l'air ou l'eau, et le rayonnement, qui passe par les ondes électromagnétiques. Pour notre histoire de banc, c'est le premier mode qui nous intéresse le plus, la conduction. C'est la chaleur qui se transmet quand 2 choses se touchent. Si on pouvait zoomer au niveau des atomes, c'est un peu comme une chaîne de dominos. On chauffe un bout du matériau, les atomes s'agitent, ils vibrent, et ils transmettent cette agitation à leurs voisins de proche en proche. C'est ça, la conduction. Un simple transfert d'énergie par contact, atome après atome. Et c'est là qu'on trouve la clé de notre énigme. Tous les matériaux ne sont pas égaux face à ce jeu de dominos. Certains, comme les métaux, sont des conducteurs. On peut les voir comme de véritables autoroutes pour la chaleur. D'autres, comme le bois, sont des isolants. Eux, ils freinent des 4 fers. Notre banc en métal, c'est donc un voleur de chaleur hyper efficace, alors que le banc en bois, lui, est beaucoup plus lent et maladroit. En fait, on utilise ça tous les jours sans y penser. Prenez une simple poêle de cuisine. Le corps est en métal pour bien conduire la chaleur de la plaque à la nourriture, mais le manche, lui, il est souvent en bois ou en plastique pour isoler notre main et éviter qu'on se brûle. C'est le même principe. Bien sûr, la conduction, c'est juste un tiers de l'histoire. Pour vraiment maîtriser la chaleur, les ingénieurs doivent aussi jongler avec les 2 autres modes qui sont tout aussi importants, la convection et le rayonnement. Alors, la convection, on peut dire que c'est la chaleur qui danse. C'est le mouvement de l'air chaud qui monte dans un four ou l'eau qui bout dans une casserole. Le rayonnement, lui, c'est un peu la chaleur fantôme. Elle voyage dans le vide sans aucun contact. C'est comme la chaleur du soleil qui nous réchauffe la peau, même après avoir traversé 150 millions de kilomètres d'espace. Comprendre ces principes, c'est une chose. Mais les appliquer pour résoudre des problèmes concrets, c'est là que ça devient vraiment passionnant. Voyons comment les ingénieurs s'en servent. Pour ça, les ingénieurs utilisent un concept super puissant, la résistance thermique. Pensez à la résistance électrique qui freine le courant. Eh bien, la résistance thermique, c'est pareil. Elle s'oppose au passage de la chaleur. C'est un outil de base pour concevoir n'importe quel système de contrôle de température. Alors comment on fait pour vaincre cette résistance quand on veut refroidir quelque chose? Une des astuces les plus visibles, c'est d'augmenter la surface de contact avec l'air. C'est le rôle de toutes ces petites ailettes qu'on voit sur les composants électroniques. Plus de surface, c'est comme ouvrir plus de fenêtres pour que la chaleur puisse s'échapper plus vite. Et cette gestion de la chaleur, ce n'est pas un luxe, c'est absolument crucial. Sans ces dissipateurs thermiques et ces ventilateurs qui sont conçus avec ces principes en tête, nos ordinateurs et nos smartphones ne pourraient tout simplement pas exister. Ils grilleraient en quelques secondes. La gestion thermique, c'est ce qui rend notre monde numérique possible. Et ça nous amène pile à la frontière de l'innovation. Que se passe-t-il quand on pousse ces lois de la physique dans leur dernier retranchement, en les combinant avec les outils de conception et de fabrication les plus modernes? Regardez ce chiffre, plus 60%. C'est un gain absolument énorme. Mais un gain en quoi au juste?
Il s'agit de l'efficacité du transfert de chaleur pour un dissipateur en cuivre. Sauf que ce n'est pas n'importe quel dissipateur. Il n'a pas été dessiné par un cerveau humain, mais généré par une intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle le design génératif. En gros, on donne un objectif à l'IA, refroidis-moi ça le plus efficacement possible, et elle va créer une forme organique, complexe, ultra optimisée, et le résultat, c'est une amélioration de 60%. Et ça, c'est le fameux Next Gen Manufacturing Nexus. C'est le point de rencontre, le carrefour entre l'intelligence artificielle, les logiciels de pointe et l'ingénierie. On n'est plus en train d'améliorer des designs qui existent déjà, on est en train de créer des solutions de refroidissement complètement nouvelles, avec des formes et une efficacité qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a quelques années. Alors, on peut maintenant revenir à notre point de départ, à notre banc dans le parc, et donner la réponse finale. Le banc en métal paraît plus froid parce que c'est un excellent conducteur. Il pompe la chaleur de notre main beaucoup plus vite que le bois, qui lui est un isolant. Et c'est cette vitesse de perte de chaleur qui crée cette sensation si intense de froid. Le mystère est résolu. Mais tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Nos technologies deviennent de plus en plus petites, de plus en plus rapides, de plus en plus puissantes, et donc elles génèrent de plus en plus de chaleur. Comment va-t-on gérer ce problème ? Ce dissipateur conçu par une IA nous donne une piste. La réponse ne viendra pas d'une seule discipline. Elle se trouve à la croisée des chemins, dans la fusion entre la science des matériaux, l'ingénierie et l'intelligence artificielle. Le prochain grand bond technologique pourrait bien être une révolution silencieuse, la révolution du refroidissement.